y sin que parezca el clásico caso del autor que quiere hacerse propaganda diciendo que en su país lejano es una especie de bestseller, la edición española de este libro, que es del 2001, los 10 ejemplares que me dieron, los amigos en Cuba los han atesorado, los han copiado, fotocopiado, y para la edición francesa ya tengo 6 amigos que leen francés que me han dicho, ponle nombre al libro porque si no traes mi libro no te dejo entrar en Cuba. Ce livre a été publié en Espagne en 2001, donc c'est la première fois qu'il a pu paraître. Et en fait, on m'a donné mes 10 exemplaires d'auteur que j'ai récupérés lorsque je suis allée sur un festival en Espagne et que j'ai rapporté avec moi. Ces 10 exemplaires ont largement circulé parmi mes amis, puis les amis des amis, puis les amis des amis des amis. Il a été scanné, copié, et c'est comme ça que finalement il a circulé et qu'un grand nombre de personnes l'ont lu à Cuba, parce que il n'est toujours pas publié officiellement. Et on sait que donc l'édition française de cet ouvrage, donc j'ai quelques amis maintenant qui arrivent à voyager un peu plus et qui vont à l'étranger, je leur ai dit surtout ne rapporte pas le bouquin à Cuba comme ça et ne te fais pas prendre avec, parce que sinon je risque de gros ennuis quand je vais rentrer là-bas. Un amigo me decía que era muy triste que para entender lo que estaba pasando en Cuba tuviera que leer una historia de ciencia ficción. Yo le decía que era más triste que la realidad cubana fuera más de ciencia ficción que las historias que yo escribo. Un de mes amis m'a dit c'est quand même dommage que pour comprendre ce qui se passe à Cuba et comprendre l'histoire de Cuba, on soit obligé de lire un roman de science-fiction. Et moi je lui ai répondu, ce qui est encore plus dommage, c'est que finalement ce qui se passe à Cuba, ça soit encore pire que de la science-fiction. Si on reprend le roman de Guillaume Lebeau, le monde que vous imaginez, ça se passe dans les glaces, c'est Tulé. Et est-ce qu'on l'a finalement, un des plus grands mythes, quand même, le mythe de Tulé, est-ce que finalement, rêver d'une incroyable civilisation, en tout cas une civilisation puissante, alors qu'en fait on connaît très peu de choses, j'ai l'impression, sur ce qui a existé auparavant, est-ce que ça ne donne pas justement une incroyable liberté au romancier de le situer si loin et là où finalement on connaît peu de choses? Alors l'idée en fait de repenser une fiction autour de Tulé, elle vient de ma passion pour les cultures scandinaves et d'une énorme injustice due au poids de l'histoire. Tulé est une des mythologies qui a été malheureusement saccagée car reprise par les nazis à leur compte durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une mythologie nordique, une civilisation un peu équivalente à ce qu'est l'Atlantide, mais située dans l'Hyperborée, donc très clairement sur le toit du monde, au pôle Nord. J'ai toujours souffert de voir associer le nom de Tulé au nazisme. Et il était pour moi important, amoureux des cultures scandinaves, d'enfin restituer ce qu'est la mythologie de Tulé, non pas dans sa dimension idéologique, mais dans sa dimension mythologique. Et donc c'est cette envie, ce besoin que j'ai assouvi en écrivant donc, la saga de Saccari. Ensuite, oui, il y a une énorme liberté à se réapproprier les grands mythes de l'histoire, parce que du coup on est sur des civilisations dantesques, des civilisations complexes, des civilisations aussi qui laissent une grande part à l'imagination, puisque ce sont des civilisations dont on ne sait finalement que ce qu'ont bien voulu nous raconter les auteurs notamment des sagas nordiques. Et du coup, on est absolument libre finalement d'évoluer dans cette matrice, ce début de matrice que nous ont légué les anciens, les grands anciens. Mais Tulé, pour moi, c'était aussi une occasion
d'alerter sur les risques qui sont ceux que court aujourd'hui notre société. On sait que nos sociétés sont mortelles, on l'oublie très souvent. Tulé, c'était l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui, au-delà du cercle arctique, non seulement les glaces fondent, ça finalement, c'est pas le plus important, mais des civilisations sont en train de mourir, des grandes civilisations trop méconnues qui ont beaucoup à apporter à l'humanité. Les Inuits, mais aussi des tribus sibériennes. La faune aussi est en train de disparaître, on perd des espèces animales. Et donc il y a un monde qui est en train, lui, non pas de vaciller, mais de disparaître, dans une indifférence assez dramatique. Parce que c'est un monde qui finalement nous semble très monotone, réduit en fait à une succession de vastes champs neigeux, de blocs de glace flottants. Et Tulé était l'occasion de rappeler par le biais de la fantaisie les risques que court une civilisation qui se regarde le nombril et qui oublie de regarder autour d'elle, qui oublie de regarder la nature, qui oublie de regarder la différence, qui oublie de regarder tout simplement ce qui fait qu'on est ou pas humain. Petit extrait, la saga de Zacharie, Banquise de feu. Arik Nuna, chef de la garde impériale, hocha la tête. Il refusait de s'avouer vaincu. Il refusait de laisser les ténèbres gagner. La lumière vacillante d'une lampe portable éclairait tant bien que mal les rayonnages de la vaste bibliothèque d'Inuktitut. Les réserves d'huile étaient presque épuisées. La substance oléagineuse était devenue une denrée précieuse que tous utilisaient avec parcimonie. Arik Nuna releva la lampe jusqu'à éclairer le dos rond et muet d'un gros volume couvert d'une fine pellicule de givre. Il extirpa le livre de son étagère de glace, puis se dirigea vers le scriptorium, une salle qui naguère accueillait les philosophes thuléens et leurs travaux. Il posa le livre et la lampe sur un pupitre de glace. L'huile, trop visqueuse, peinait à monter dans la mèche qui tendait à charbonner et menaçait régulièrement de s'éteindre. Les yeux de l'officier étaient rouges de fatigue. Les gardes répétaient l'épuiser. Ces 2 derniers mois, il les avait consacrés à tenir le siège, à protéger son peuple avec acharnement, mais aussi à décrypter ce qu'il restait d'un mystérieux parchemin de baleine sauvé in extremis des flammes. Et ce parchemin, illisible sur son quart occidental, le tenait en échec. Ce n'est qu'au crépuscule du 30e jour après la mort de l'empereur, profitant d'une trêve scande, qu'Arik Nuna et quelques savants thuléens s'étaient attelés à la tâche. La géographie dessinée ne correspondait à rien de connu. Quant aux nombreux glyphes, il n'entretenait qu'un lointain lien de parenté avec les runes, cet alphabet graphique représentant des constellations qu'utilisaient les Thuléens. Enfin, un des secrets s'était raclé. La carte ne décrivait nullement des territoires, mais des positions célestes. Les Thuléens maîtrisaient la science de la navigation terrestre et maritime. L'observation scientifique des millions de points lumineux qui perçaient la voûte ténébreuse de la nuit éclairait leurs déplacements hasardeux, planifiait leur voyage, sécuriser leur position militaire. Juste avant de mourir, le dernier astronome thuléen, dénommé Lars Lumen, avait confié à Arik Nuna que la signification du parchemin, dont la forme évoquait celle d'un trident point rongé par le feu, était contenue dans un livre sans titre. Un ouvrage relié en peau de requin et caché dans une aile secrète de la grande bibliothèque de Thulé. Arik Nuna ne s'était jamais senti aussi proche de la vérité qu'en ce jour. Bien des mystères qu'on trouvera dans Banquise de feu. Après, on passe à toute autre chose. Croyez-vous voir la lune par ce temps, s'étonna l'écrivain. Elle la pointa sur la rue Traversière. Les 3 trognes que j'aperçois devant chez nous ne sont pas celles des Sélénites. Voltaire clama l'instrument. Il voulait voir ses assassins. Ceux-ci avaient des faciès peu engageants. Il demanda si les gens de Madame la Marquise ne pouvaient pas les disperser à coups de bâton. Émilie estima qu'il valait mieux ne pas se mettre à dos de telles personnes. Pourquoi? Qui croyez-vous qu'ils sont? Une société secrète, des tueurs alloués, des espions du Grand Turc? Pis que cela. Je crois qu'il s'agit de policiers au service. La police, s'écria Voltaire, je suis perdu. Elle lui fit servir un alcool fort en plus du chocolat et s'efforça de le consoler. Quel honnête sujet de Sa Majesté pouvait-il avoir peur des forces de sécurité? Vraiment, vous êtes cruel de vous manquer, se plaignit-il. On brûle chaque année d'honnêtes sujets de Sa Majesté. Et franchement, avec ce que j'ai publié,
il a de quoi allumer des fagots. Drôle, pas très courageux, ce Voltaire, finalement. Non, mais il a vécu vieux, hein. Et à son époque, vu ce qu'il écrivait, il fallait être prudent. C'est les deux facettes de Voltaire. D'un côté, il y avait Voltaire, l'écrivain, qui ne pouvait pas s'empêcher de défendre la liberté de penser et d'écrire des choses qui étaient absolument inacceptables pour la société de l'époque, parce qu'il attaquait le système, l'administration française encore féodale et l'Église. Et de l'autre, il y avait Voltaire, l'homme, qui avait l'intention de vivre le plus longtemps possible et qui montait en carrosse dès que ça commençait à barder, et qui a fini par prendre s'installer à Ferney, où il disait lui-même qu'il avait la Suisse au fond du potager. Donc si les hommes de Louis XV arrivaient pour l'arrêter, il pouvait passer en Suisse très vite. Et si c'était au contraire les gens de Genève, qui étaient des protestants un peu fermés, qui venaient l'embêter, il pouvait leur répondre qu'il était en France. Donc Voltaire est un personnage tellement riche qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour un romancier. Bon, Frédéric Normand, là, joue les modestes, parce que franchement, moi, j'avoue que je me suis beaucoup amusé. D'abord, la première chose, c'est quand même l'humour. Et c'est vrai que Voltaire est un personnage et qui est toujours dans le tragicomique. Enfin, on passe de l'un à l'autre, et je pense que vous avez bien expliqué aussi la difficulté du temps. Mais la façon dont ces réactions portent l'enquête fait que quand même on rit beaucoup en lisant votre roman. C'était quand même aussi, le but c'est aussi de distraire, et je pense que le but du romancier c'est aussi d'amuser ou de plaire à son lecteur. Oui, Voltaire a écrit une très bonne citation que je vais mettre dans mon tome 2. Il a écrit tous les genres sont bons. En littérature, tous les genres sont bons, sauf le genre ennuyeux. Donc je me suis dit qu'écrire des romans policiers, pourquoi pas. Et l'important finalement, c'est de ne pas ennuyer le public. Et ce qu'il a fait lui-même quand il écrit Zadig ou Candide, son but c'est de faire passer le message en étant le plus divertissant possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre. Sauf qu'il n'y a peut-être pas de message. Finalement, Mioche, vous pourriez aussi dire la même chose. Le but, c'est de ne pas ennuyer le lecteur. Le but, c'est de distraire. Mais c'est aussi de faire ressentir un peu ce que vous pensez de votre île. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous l'aimez. Vous l'aimez. Yo creo que solo el que ama algo y de alguna manera se ha sacrificado en su nombre tiene derecho a criticar de corazón algo, y lo critica porque quiere mejorarlo, no porque quiera destruirlo. Je crois que seul celui qui aime profondément une chose, au point d'être capable de se sacrifier pour elle, peut être en position de critiquer. Et lorsqu'il critique, c'est pas pour détruire, mais c'est pour essayer d'améliorer. De todas maneras, tal como en mi vida personal, soy una persona muy optimista y muy satisfecha con todo, que no soy nada exigente, en la vida intelectual soy extremadamente quisquilloso y creo que sería capaz de encontrarle defectos hasta el paraíso. Le diría a San Pedro, estas túnicas son incómodas, estas salas sueltan plumas, ¿por qué todas estas nubes? Alguien podría ser alérgico. Moi, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un de très optimiste, de plutôt facile à vivre, de pas exigeant. Mais quand il s'agit de mon travail intellectuel et de ma plume, là, je deviens beaucoup plus exigeant. Et je ne suis pas prêt à faire des compromis, et je vais totalement me dévouer à dire les choses. On m'a déjà accusé d'être trop exigeant sur le plan intellectuel, mais je crois que je ne peux pas être autrement que ça.